Bonjour à toutes et à tous et heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro hebdomadaire. Chaque semaine, le journal des luttes revient sur les combats sociaux, syndicaux qui agitent notre société et comme on a l'habitude de le faire en donnant la parole à celles et ceux qui luttent au quotidien. Et merci à vous de nous soutenir. N'oubliez pas, pour devenir abonné sociaux, faire un don ponctuel, rendez-vous sur soutenez.lemediatv.fr. Et je rappelle qu'actuellement, nous sommes en pleine campagne pour la TNT Île-de-France. Donc n'hésitez pas à aller sur tnt.lemediatv.fr. Vous pouvez aussi nous écrire à jdl@lemediatv.fr ou nous laisser un message au 06 86 46 08 46. C'est avec vous que le combat continue. Le journal des luttes, c'est parti. Au sommaire de cette édition, une grande partie de l'émission sera consacrée à la chasse aux sorcières que peuvent vivre les femmes portant le voile dans certaines entreprises françaises. On vous en parlait il y a quelques temps dans le domaine de la santé et aujourd'hui ça touche le domaine de l'énergie. Nous serons en plateau avec la journaliste de Street Press, Lina Ricci, qui a justement relaté les faits d'une salariée dans le monde de l'énergie. Et nous serons avec le syndicaliste de la CGT, Cédric Liechti, qui soutient et se mobilise pour aider ces femmes victimes de harcèlement, on pourrait le dire. Le JDL Hebdo, c'est tout de suite. Aujourd'hui, nous plongeons dans les coulisses du secteur de l'énergie. Je le disais en introduction, on connaissait les batailles pour les salaires ou contre les privatisations chez les électriciens et gaziers, mais un nouveau front vient de s'ouvrir, celui de la neutralité vestimentaire. Sous couvert d'une application stricte de la loi séparatisme, des entreprises comme GRDF, Enedis ou RTE ont lancé ce que les syndicats appellent une véritable chasse aux sorcières contre les travailleuses portant le voile ou le turban. Des salariés exemplaires, parfois là depuis 15 ans, se retrouvent soudainement mis à pied ou menacés de licenciement. Pour en parler, je reçois Lina Ricci, journaliste de Street Press. Bonjour Lina et merci d'être avec nous, qui a enquêté donc sur cette offensive coordonnée qui bouscule le droit du travail et les libertés individuelles. Et nous sommes également avec Cédric Liechti, secrétaire général de la CGT Énergie Paris. Bonjour Cédric. Bonjour à vous et merci pour l'invitation. Merci à vous et c'est parti pour l'entretien. Lina, tu évoques dans ton article le cas de Nadia Kabassine, qui est élue CGT très active. Et elle a été menacée de licenciement à cause d'un turban qu'elle porte. Le voile est devenu l'outil pour sortir, entre guillemets, des délégués syndicales gênantes. Pour l'instant, elle n'a pas été menacée de licenciement. Elle a reçu 2 avertissements écrits. Mais en fait, dans le secteur, chez GRDF, c'est la procédure avant une convocation à un entretien préalable menant à un conseil de discipline puis à un licenciement. Effectivement, c'est on peut dire une répression qui est à la croisée de 2 discriminations, à la fois syndicales et religieuses, puisque GRDF est connu pour appliquer une répression syndicale très forte. Et Nadia Kabassine, qui s'exprime dans notre article à visage découvert, elle est une figure de cette lutte, notamment sur le site de l'acheminement au Kremlin-Bicêtre, puisque c'est un site qui doit être supprimé comme 13 autres. Et en fait, le fait qu'elle soit à la tête de cette lutte et qu'elle subisse aussi cette discrimination liée au voile, elle s'interroge sur cette double discrimination si elle est visée personnellement. Mais en fait, ça touche aussi des dizaines de salariés dans le secteur, plusieurs dizaines de salariés dans le secteur. N'empêche que celles qui sont élues ou représentantes syndicales sont particulièrement touchées. Cédric, comment justement le syndicat comme la CGT essaye de protéger spécifiquement ces femmes qui sont à la fois, comme le disait Lina, ciblées par la direction, parfois pour leur religion et aussi pour leur engagement syndical? Déjà, la première chose qui nous est venue, c'est ce fait qui, pour nous, est insupportable. On est dans une entreprise issue du Conseil national de la résistance, un service public, et la nature du service public, c'est justement, en l'occurrence pour nous, l'énergie, mais comme tous les services publics, d'aller desservir un service public à toutes les citoyennes et tous les citoyens, quelles que soient leurs croyances, leur religion, leur ethnie, leur classe sociale. Et ça, ce sont des valeurs chez nous qui sont très fortes. Donc, attaquer, en l'occurrence, des copines, femmes,
musulmane, ou en tout cas perçue comme étant musulmane par la direction sur ce simple fait, nous est paru complètement insupportable. Et donc l'idée, ça a été tout de suite d'organiser des luttes, que ce soit par voie de tract et par voie de mobilisation, puisqu'il y a eu 2 mobilisations importantes sur le site notamment de Nadia au Kremlin-Bicêtre, mais sur un site d'Enedis aussi à Paris, pour venir effectivement apporter le soutien du personnel, parce qu'on ne voulait surtout pas en faire une question simplement musulman. Non, c'est vraiment un problème qui touche l'intégralité des agents. C'est une question de solidarité, une question aussi, effectivement, comme on le dit, d'équité de traitement, de non-discrimination. Et donc, à partir de là, on a effectivement décidé tout de suite de porter ce mouvement-là. Et Nadia nous a bien beaucoup aidé là-dessus. Lina le disait, c'est absolument essentiel qu'on ait en fait finalement un visage qui puisse illustrer et incarner cette lutte-là. Et donc, je veux aussi saluer ici son courage et le fait qu'elle s'expose, y compris en dehors, et qui peut effectivement, qui demande vraiment un don de soi, et ça correspond tout à fait à ce qu'elle est et à son parcours de militante exemplaire. Moi, ce que je trouve aussi intéressant avec ce qui arrive à Nadia, c'est que tout ça est la conséquence indirecte de la loi, même directe de la loi séparatiste de 2021, portée par Gérard Darmanin et Marlène Schiappa. Et là, on a quelqu'un qui est salarié depuis 2011 et qui a porté des luttes de façon évidente pour elle, a soutenu ses collègues, est devenue représentante du personnel. Et donc, c'est difficile de faire plus intégré, finalement, au monde du travail, au syndicalisme. Quoi de plus français que de mener des luttes sociales, enfin, pour exagérer. Mais voilà, et donc ça montre bien l'absurdité de ces lois séparatisme qui, finalement, excluent du monde du travail une partie de la population qui est pourtant très intégrée. Dans cette enquête, Lina, on voit que GRDF, RTE et Enedis agissent pratiquement au même moment. Est-ce qu'on a des preuves d'indices d'une stratégie peut-être commune décidée à un moment donné de, entre guillemets, frapper les salariés portant le voile ? Alors pour ça, moi, j'ai pas eu de réponse. J'ai interrogé GRDF, Enedis, RTE. Ils m'ont tous répondu en me disant qu'ils appliquaient simplement la loi de 2021, voire pour GRDF, le règlement intérieur de 2017. Donc quand je les relance pour savoir pourquoi, 8 ans plus tard, l'application arrive. Pourquoi maintenant ? J'ai pas de réponse. Je pense que la réponse, elle a trouvé dans le climat politique actuel et une contagion aussi de l'application de ces clauses de neutralité qui, dans le privé, c'est-à-dire dans le conseil, on l'a vu récemment avec Elior Derichebourg, l'affaire révélée par Mediapart avec des salariés licenciés pour le même prétexte d'une clause de neutralité mise à jour. On l'a vu dans le conseil avec Magellan Partners que Street Press a révélé en décembre, une boîte de conseil en informatique. On l'a vu dans l'hôpital avec les calots. Donc je pense qu'il y a une contagion aussi dans le monde du travail. Et justement, est-ce que ce timing, il est lié aussi au fait qu'il y ait des luttes sociales de plus en plus fortes dans le domaine de l'énergie et que c'est peut-être maintenant qu'il faut calmer les plus rebelles ? Alors je dirais qu'il y a 2 niveaux de lecture. Lina le disait. Nous, alors on n'a pas la preuve, mais en tout cas, constatons simplement pragmatiquement que ça s'est tous déclenché de façon concomitante depuis janvier 2026. Avant, Lina le rappelait, il y avait des clauses qui existaient déjà sur des règlements intérieurs qui n'avaient jamais été appliqués dans nos entreprises. Et là, on voit qu'il y a une simultanéité des mesures disciplinaires, d'intimidation, parce que c'est des mesures d'intimidation quand même, qui ont lieu à Enedis, à GRDF, à RTE. Et donc, forcément, moi, je peux juste constater que ça s'est déclenché depuis le début de l'année. Donc, effectivement, dans le cas de Nadia, on a fait le lien évident avec ce qu'elle représente dans la lutte contre la fermeture des accueils acheminants, puisqu'elle est issue d'un site et d'un service qui est en train d'être rayé de la carte par le distributeur gazier GRDF, puisqu'on avait 18 sites en France, ils veulent en fermer 13 et en laisser plus que 5. Et le plus gros site qui va être fermé, c'est celui du Kremlin-Bicêtre, où Nadia exerce son mandat de représentante syndicale. Donc je pense qu'ils ont effectivement trouvé une occasion, en tout cas, de se dire, pour Nadia en tout cas, oui, on va utiliser le règlement intérieur pour pouvoir éliminer une représentante qui nous pose des problèmes, qui fait que, ce que je rappelle, que dans le dossier acheminement, GRDF vient d'être condamné par 2 fois par la justice pour arrêter parce qu'ils ont mis en place donc on va dire une casse de ce service-là de façon totalement illégale, reconnue par la loi française, et que donc c'est l'occasion. Pour autant, toutes les autres copines, puisqu'il y a des copines à RTE, des copines à Enedis, c'est des copines et des collègues qui n'ont pas forcément de mandat, qui sont d'ailleurs pas forcément syndiquées, et elles subissent aussi cette répression. Donc c'est vraiment, ça s'inscrit dans le climat politique, la fascisation de la société française aujourd'hui, et la chasse quand même, on va se le dire, aux musulmanes. Et je le dis, ça s'en prend exclusivement qu'à des femmes
musulmanes ou supposées étant musulmanes. Voilà. Il y a, tu veux ajouter quelque chose ? Il y a deux choses aussi que je trouve qui sont importantes à expliquer. C'est la violence, comme Nadia le raconte, de travailler dans une entreprise, de connaître ses collègues, de les voir quotidiennement, et du jour au lendemain, d'être perçue non plus comme une salariée ou une représentante syndicale, mais comme uniquement une religieuse, comme la manifestation d'une religion. Et il faut imaginer la violence que c'est quand c'est des gens qu'on a toujours fréquenté. Une autre chose aussi, c'est que là, on parle de salariés qui, du jour au lendemain, vivent cette violence, mais on va avoir beaucoup plus de mal à documenter le futur, c'est-à-dire l'arrivée impossible sur le marché de l'emploi, les discriminations à l'embauche de toutes ces femmes qui portent un foulard, qui ne pourront plus être embauchées chez GRDF. Et en fait, ça, on ne le verra pas, cette exclusion. Et justement, il y a un cas récent d'une salariée qui a été sanctionnée là, il y a quelques jours. Oui, effectivement, elle a été sanctionnée le jour de la sortie de l'article de l'INA sur Street Press. Effectivement, une salariée de RTE, donc c'est ce qu'on disait nous, elle a été sanctionnée d'un blâme. Alors c'est le blâme chez nous, c'est la sanction la plus basse avec l'avertissement. Néanmoins, dans la notification de sanction de cette collègue, il est bien indiqué que si elle réitère le port de ces tenues-là, elle s'expose à d'autres sanctions qui peuvent aller jusqu'à la mise à la retraite d'office, qui signifie chez nous le licenciement. Et donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que nous, on alerte, parce que ça veut dire que dans nos entreprises, dans des entreprises de services publics issues, encore une fois, je le rappelle, du Conseil national de la résistance, et on sait d'où on vient, nous, c'est-à-dire qu'on dit pour la première fois officiellement, il y a le patronat qui dit « je te sanctionne, non pas pour ce que tu as fait, mais pour ce que tu es ». Et ça, c'est d'une violence extrême. On ne peut pas l'accepter dans une société dite égalitaire, démocratique comme la nôtre. Et donc ça, l'INALDE disait, c'est perçu de façon extrêmement violente par les copines, puisque en fait, ce qu'on leur dit, c'est ce qu'on remet en cause, c'est ce que tu es, ton intimité, ton intégrité de femme. Et ça, on ne veut plus que tu viennes en tant que femme par rapport à ce que tu es dans l'entreprise. C'est donc d'une violence extrême. Et moi, je le dis, j'ai pas peur de le dire, ça nous rappelle certaines périodes, puisque si on laisse faire ce genre de choses, et c'est ce qu'on explique aux collègues, ça va commencer par les copines musulmanes, mais ça ne s'arrêtera pas aux copines musulmanes. C'est parce qu'après, ça va aller sur le port politique, puisqu'il y a aussi dans le règlement intérieur la question religieuse et la question politique. Et moi, je le dis, c'est très important. C'est aussi la volonté du patronat de diviser notre classe sociale. Parce que quand tu parlais de lutte tout à l'heure, toutes les luttes qui ont été âpres, dures, et qu'on a gagné ces dernières années dans les industries électriques et gazières, notamment sur la question salariale, quand on a lutté, on était tous ensemble. Blancs, noirs, arabes, voilés, pas voilés, croyants, non croyants. Et ça a été notre force. Donc les intérêts qu'on a, nous, c'est effectivement qu'on soit tous ensemble, quel que soit ce qu'on pense, nos croyances, et c'est ça qui fait de la force de notre classe sociale et qui fait qu'on réussit les luttes. Là, le patronat, en s'attaquant, effectivement, en essayant d'isoler des copines, en l'occurrence musulmanes ou supposées comme telles, c'est pas seulement l'attaque contre elles, on leur doit la solidarité, mais moi, ce que j'explique aux collègues, c'est qu'en attaquant ces copines-là, ils attaquent nos intérêts de classe, en plus d'être du devoir qu'on a de solidarité avec ces copines-là. Mais justement, est-ce que tu sens, toi, que cette traque là, vestimentaire crée une ambiance de méfiance, comme le disait Lina, peut-être même entre collègues, ça brise un peu la solidarité qu'on pourrait trouver ? Complètement. Alors, par contre, ce qui est très important, c'est que justement, les deux actions qui ont été réalisées, ça a justement permis aussi à ces copines-là de voir qu'il y avait une grosse solidarité, puisque sur l'action de Nadia, on était à peu près 200 le matin. Donc, c'est-à-dire que 200 personnes qui se mobilisent de tous les sites, parce qu'il n'y avait pas que des gens de GRDF, c'est-à-dire de toutes les entreprises électriques et gazières pour dire non, notre collègue, vous arrêtez de la persécuter, de la poursuivre pour ce qu'elle est, et on vient de dire qu'elle a toute sa place dans nos entreprises. Je pense que ça, et ça a été la même chose pour les copines d'Enedis l'après-midi à Paris, je pense que c'est un témoignage qui est extrêmement intéressant et qui, je pense, doit leur faire quand même un bien fou, et nous fait un bien fou à nous aussi. Par contre, effectivement, après, il y a le quotidien du travail, et dans le quotidien du travail, Nadia, elle a, entre guillemets, elle est représentante du personnel, donc elle a dans la lutte, etc. Mais les autres copines qui sont, elles, dans le service et qui vont continuer à travailler sur les autres jours, oui, elles ont pu témoigner, en tout cas, y compris d'un ressenti où elles se disent tout d'un coup, comment je vais être perçue par mes collègues et qu'est-ce qui va se passer ? Est-ce qu'il y a des gens qui vont commencer à plus m'adresser la parole ? Et donc, il y a toutes ces questions-là qui se posent, et elles ont tout un point commun aujourd'hui dans la situation où elles sont par rapport aux menaces qu'elles ont reçues, que ce soit dans une cadre d'une procédure disciplinaire ou avant une procédure disciplinaire, c'est que ça les a profondément traumatisées, profondément perturbées, ça joue sur leur vie personnelle, dans leur intimité. Elles se posent la question, qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je le garde pas ? Est-ce que voilà, donc il y a vraiment une remise en cause de son intimité, et nous, c'est ce qu'on a expliqué aux directions. Imaginez que demain je vienne et que je vais voir, et c'est ce qu'on a dit à la responsable femme de Nadia, on lui dit, imaginez madame, que demain que je vienne et que je vois une tenue, que je vous demande
demande de plus, par exemple, mettre vos jupes, ou plus mettre votre collier, ou plus mettre le blazer. Comment vous le prendriez? Ou je vous demande de vous couper les cheveux parce que votre coupe, elle ne me revient pas. Mais c'est d'une violence inouïe. Donc, transposer ça, et ça, encore une fois, je le dis, nous ne l'accepterons pas et nous nous battrons jusqu'au bout par rapport à ça. Lina, tu voulais ajouter quelque chose? Il y a aussi des cas dont on ne parle pas, mais qui nous sont revenus, qui sont ceux de salariés qui sont particulièrement précaires parfois, qui sont peut-être des mamans solo, qui elles font le choix de retirer leur voile. Et en fait, cette violence-là aussi, elle renvoie à une politique de dévoilement des femmes qui est aussi très perturbante. Il y a aussi le cas de Manon dans l'article. Est-ce que déjà tu peux... Parce qu'elle est sanctionnée pour un couvre-chef qui est censé être médical. Alors, elle est de confession musulmane, d'accord. Et ses collègues le savent. Mais effectivement... En plus de ça, elle a une perte de cheveux, elle a des photos qui le prouvent, elle me les a montrées, elle a un médecin qui confirme. Cependant, malgré ce fait-là, malgré le fait qu'elle explique à son manager qu'elle a un complexe et elle est plus à l'aise comme ça, ce dernier l'a envoyée voir la médecine du travail. Elle a ensuite reçu le deuxième courrier, donc le courrier recommandé, qui précède parfois un entretien, normalement un entretien préalable avant un conseil de discipline. Et dans ce courrier, elle lit que la docteure de la médecine du travail a estimé qu'elle n'avait pas de raison médicale de porter son foulard. Donc il y a vraiment une double violence, c'est qu'on ne lui reconnaît même pas la volonté de cacher pour des raisons esthétiques une maladie. Tu as rencontré aussi des juristes. Est-ce que ces clauses de neutralité sont solides devant les prud'hommes, ou est-ce que les entreprises justement jouent sur l'intimidation? Alors, le juridique sur cette question-là est flou. De toute façon, comme vous le disiez, les règlements n'ont pour certains pas changé. D'ailleurs, GRDF a mis en place ses premiers avertissements avant de changer le règlement intérieur, puisque c'est intervenu en avril 2026 et Nadia a été convoquée, a eu un rappel en janvier, et d'autres femmes aussi. En fait, c'est très flou et par exemple, l'application d'un vêtement relevant d'une appartenance religieuse, qu'est-ce que c'est? C'est un turban, c'est un hijab, c'est... Comment le définir? Et ça, en fait, c'est totalement subjectif. Et c'est le problème de ces lois. On le voit d'ailleurs avec la loi qui arrive, là, qui vient d'être votée au Sénat, la loi Retailleau, qui n'est non plus que sur le séparatisme, mais sur l'entrisme. Donc là, en fait, on est en train de sanctionner une stratégie qui viserait à pénétrer en se cachant. Comment légiférer? Comment interdire des soupçons? Enfin, voilà. Ensuite, il y a le droit du travail qui dit qu'on n'a pas le droit de discriminer un salarié en raison de sa religion. Et donc, effectivement, les avocats du droit du travail rappellent bien qu'on n'a pas le droit d'avoir une rupture de contrat, d'embaucher quelqu'un en acceptant son foulard, puis du jour au lendemain de changer les termes du contrat. Là, il y a une vraie discrimination. Encore une fois, pour la suite, c'est-à-dire pour les personnes qui seront embauchées avec ce règlement intérieur, je pense que ça va être plus difficile judiciairement de faire quelque chose, voire impossible. GRDF et Enedis sont des entreprises de droit privé. Comment les directions parviennent-elles à finalement imposer de ces règles de laïcité, normalement, qui concernent, entre guillemets, que les fonctionnaires? Alors, je vais te répondre, mais avant de te répondre précisément, je voulais rappeler ce que c'est que la laïcité. Parce qu'en fait, le problème, c'est qu'il y a... Avec, encore une fois, je le dis, la montée du racisme, la fascisation dans notre société et évidemment la stigmatisation des musulmanes et des musulmans, parce que c'est quand même ça en premier lieu. C'est-à-dire qu'on a complètement dévoyé la loi de laïcité de 1905. La loi de laïcité, par exemple, je vais vous la lire, elle dit, l'extrait, sur la liberté de conscience et le libre exercice des cultes. Il y a 3 trucs qui disent, par libre exercice des cultes, on entend la possibilité de se réunir pour pratiquer son culte, la possibilité d'exprimer sa croyance par le port de signes religieux ou par le port de tenues, la possibilité de convaincre du bien fondé de sa croyance. C'est-à-dire que là, ça, c'est la loi. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, on a en fait des textes qui sont portés quand même par des gens d'extrême droite, parce que Retailleau, c'était quelqu'un d'extrême droite, et qui en fait va contre la loi de laïcité, qui en fait est une loi protectrice du culte. Donc alors effectivement, elle rappelle, et ça c'est très bien, la séparation de l'Église et de l'État et des cultes et de l'État, mais en l'occurrence, quand on lit ça, Nadia et nos collègues peuvent tout à fait porter un signe religieux, et donc l'excuse des entreprises, c'est de dire nous sommes des entreprises de service public, puisque Enedis et GRDF sont, tu as tout à fait raison, sont des entreprises de droit privé, mais qui sont 100%, qui délivrent un service public. Et c'est en fait, ils utilisent simplement le fait de dire, comme nous sommes des entreprises de service public, eh ben, nous
devons appliquer la neutralité. Mais en fait, encore une fois, cette neutralité, c'est une notion, tu l'as rappelé Lina, totalement floue et qui, moi je le rappelle, est anticonstitutionnelle. C'est pas ce que dit du tout la loi. Et je vais aller encore plus loin, les lois sont le fruit du rapport de force. On a eu par le passé des lois, l'esclavage à un moment était légal. Voilà. Donc ça veut dire que c'est bien notre rapport de force et la lutte. Nous, bien sûr que s'il faut aller au juridique, on ira au juridique, mais on n'en fait pas notre cheval de bataille. Parce qu'effectivement, comme tu le disais à juste titre, c'est tellement flou que tu peux très bien te retrouver demain. Et d'ailleurs, ça a été le cas d'autres collègues dans d'autres boîtes qui ont pu être virés et que la justice a validé ça. Mais nous, on considère que ce n'est pas parce que la justice de l'État français a validé que c'est une loi normale, légale, et dans un pays de droit comme le nôtre, qu'on a connu ce qu'on a connu, notamment dans les années 30 et les années 40, il est hors de question que par la mobilisation, on laisse faire ça. Donc nous, on en fait vraiment un combat politique et de liberté, effectivement, et de non-discrimination et de non-stigmatisation de copines et de copains. Lina, là, à l'heure où on enregistre, l'article a été publié hier, est-ce que tu as eu d'autres témoignages suite à l'article ou est-ce que pendant ton enquête, tu as eu d'autres témoignages que tu n'as pas forcément mis dans ton enquête? Ma question, c'est dans le sens à quel niveau, quelle est l'ampleur justement de ces discriminations et de ces chasses aux salariés femmes portant un voile? Chez GRDF, RTE et Enedis, on a eu un peu les infos qui nous sont remontées par les syndicats, donc j'ai pas eu de nouveaux cas qui me sont remontés, mais par contre, en tant que journaliste qui s'intéresse aux discriminations dans le monde du travail, c'est vraiment de plus en plus courant et je le ressens, une accélération des récits sur les nouveaux règlements intérieurs. C'est vraiment la voie privilégiée des employeurs pour discriminer les personnes perçues comme musulmanes. Ça se multiplie depuis la fin de l'année dernière. Là, encore une fois, on vient de nous faire remonter un cas dans des écoles d'infirmières. Enfin voilà. Donc, je pense que c'est pas fini, c'est le début et il faut se préparer à ce que ça arrive de plus en plus. Il y a des actions prévues prochainement ou une mobilisation particulière dans les prochaines semaines, prochains mois? Alors, en l'occurrence, oui, on est en train de voir comment faire perdurer effectivement la mobilisation. Et je le rappelle, ce qui est très intéressant, en tout cas nous, sur Paris Intramuros et l'Île-de-France plus généralement, c'est qu'on a... grâce aux collègues, en fait, et la prise de conscience des collègues, c'est qu'on a effectivement des gens en tout cas, une partie du personnel et qui est non négligeable, qui refuse effectivement cette stigmatisation-là. Et donc, nous, on est en fait, y compris par rapport à la copine du RTE, puisqu'il risque d'y avoir des suites, on se tient prêt, effectivement, à mobiliser. Et je voulais dire quelque chose, les vrais séparatistes, c'est les directions, c'est le patronat et c'est le gouvernement. Parce que Lina le rappelait tout à l'heure, Nadia et toutes les copines, elles n'ont rien demandé à personne, elles sont dans l'entreprise, elles ont fait les résultats. Quand les patrons, ils ont eu leurs dividendes qui ont augmenté grâce notamment, entre autres, au travail de ces copines-là, comme de tous les autres salariés, ça posait pas de problème. Donc aujourd'hui, ceux et celles qui mettent en place des politiques pour les éjecter, les rendre invisibles, parce qu'ils les rapportent en plus uniquement à leur voile, ce qui est une violence inouïe, c'est eux les vrais séparatistes. C'est pas ces copines-là qui, depuis des années, bossent avec nous. Et ces copines-là, je tiens à le dire, par exemple, Nadia, que je connais très très bien, Nadia, dans le cadre, et Lina le rappelait, dans le cadre de son mandat syndical, et c'est ça aussi qui a suscité toute la solidarité qu'il y a eu autour d'elle de ses collègues, c'est que Nadia, elle n'a jamais été demandée quand elle a été défendre des salariés, savoir de quelle religion ils étaient, de comment ils pensaient, de quelle couleur, qu'est-ce qu'ils mangeaient le soir ou pas. Elle n'a jamais fait ça et donc tous les copines et les copains de l'acheminement et d'autres services peuvent témoigner que Nadia, effectivement, a été à leur côté et que elle, ces questions tordues, elle ne se les ait jamais posées. Donc on ne va pas quand même réagir et se plier à des sociopathes qui veulent effectivement nous faire une société de division et nous montrer qu'on n'est pas tous ensemble. Notre vraie force dans notre classe sociale, c'est d'être unis et c'est quand on est unis qu'on est les plus forts et qu'on améliore le système pour l'intégralité des gens, quelle que soit leur croyance. Voilà, c'est notre politique à nous. Merci beaucoup à tous les deux. Je rappelle, n'hésitez pas à aller lire cet article de Street Press écrit donc par Lina Rissi et les photos de Pauline Goher, car il est rare effectivement d'avoir un témoignage à visage découvert d'une salariée subissant ce que subit actuellement Nadia. Donc merci à toi Lina pour cet article. Merci à toi Cédric d'avoir été avec nous et de nous avoir donné un point de vue global sur ce qui se passe actuellement dans le domaine de l'énergie, mais pas que. Merci et tout de suite on passe à la suite de ce journal des luttes. La colère gronde dans les rues de Carcassonne. Malgré les menaces explicites du maire Rassemblement national Christophe Barthès de supprimer les aides financières aux structures présentes, 300 à 400 manifestants ont répondu à l'appel du collectif lycéen Nous, Carcassonne. Une contestation que notre correspondant Scott a suivie pour nous. Mais le 21
avril 2002, la France tremblait en découvrant Jean-Marie Le Pen au second tour. À l'époque, le pays s'était levé. 24 ans plus tard, c'est Carcassonne qui se lève, forte encore plus. Mercredi 29 avril, à l'appel du collectif lycéen Nous Carcassonne, plus de 300 personnes ont manifesté dans les rues de la ville contre l'extrême droite. Une mobilisation d'autant plus importante que la veille, le maire Rassemblement National de la ville, Christophe Barthès, avait menacé de retirer les subventions à toute organisation présente lors de la manifestation. Alors aujourd'hui, on est là suite à l'appel de la jeunesse carcassonnaise à travers le collectif Nous Carcassonne. La jeunesse a appelé à se mobiliser, à marcher contre l'extrême droite et à marcher pour ses droits, pour nos droits, les droits des citoyennes et des citoyens. Parce qu'on estime qu'à Carcassonne, l'arrivée de l'extrême droite remet en question certains principes fondamentaux, certains droits et libertés fondamentales. Et donc aujourd'hui, c'est important de se dire que la société civile, les citoyennes et les citoyens se mobilisent main dans la main pour s'opposer à l'extrême droite, pour s'opposer à ses idées et pour dire qu'aujourd'hui, en fait, la jeunesse, les citoyennes et les citoyens ne partagent pas les valeurs de l'extrême droite. Des chiffres que j'ai eus, on est déjà plus de 400, je crois. Et sachant que les groupes continuent à venir, c'était il y a une petite vingtaine de minutes et plus de 400, je pense qu'on va être très très nombreux et j'en suis très content. La jeunesse, c'est faire de lance de plein de mouvements sociaux. Et aujourd'hui, ces dernières semaines, c'est un moyen de le dire aussi, la jeunesse est universaliste, la jeunesse est humaniste, la jeunesse est européenne et la jeunesse, elle est résistante. Elle est là derrière vous, vous la voyez, on est très nombreux, c'est un moyen de dire la jeunesse sera présente tout au long du combat. On est en soutien avec la jeunesse de Carcassonne qui est mobilisée contre les attaques du RN, notamment depuis l'élection de M. Barthès à la mairie de Carcassonne. Et ça paraît indispensable de soutenir les jeunes dans ce contexte. Et donc aujourd'hui, c'est un moyen de dire que les coups de pression ne fonctionneront plus en Carcassonne, parce que les associations, les syndicats sont unis, la société civile est unie, elle est derrière la jeunesse, derrière les citoyennes et les citoyens, et qu'on va porter ce projet de société ensemble. Jamais la haine et la division n'ont fait une cité, et Carcassonne ne va pas en être l'exception. Donc c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Encore une fois, ce sont les techniques de l'extrême droite, c'est-à-dire faire peur pour faire taire. On le voit aujourd'hui, la peur n'a pas fonctionné. Les associations, les syndicats sont présents, la jeunesse est présente, l'ensemble des citoyennes et des citoyens sont présents, il fait beau en plus, on a de la chance. Et donc c'est un moyen pour nous de répondre que les menaces, c'est terminé. C'est-à-dire qu'on ne se laissera plus intimider et qu'on va être présent en tant que force d'opposition à Carcassonne contre l'extrême droite. Nous devons convaincre que les droits ne s'opposent pas, mais qu'ils se confortent les uns et les autres. Nous nous réjouissons de nous trouver aujourd'hui avec d'autres organisations qui partagent cette conviction. Nous nous réjouissons déjà à l'idée de nous retrouver ensemble dans 2 jours pour le 1er mai et nous continuerons bien sûr à travailler toutes et tous ensemble. Alors les premières mesures du maire, nous on les résume parfois en disant qu'en arrivant au pouvoir, il n'a pas cherché à unir, mais à diviser. Je vais prendre quelques exemples. L'arrêté anti-mendicité qui a été pris lors de ses premières heures de mandat, le retrait du drapeau européen, la volonté d'intimider des lycéens qui souhaitaient manifester, et puis surtout, quelques jours plus tard, le retrait de subventions à la presse qui faisait son travail de contradictoire, d'exposer des faits, et le retrait des subventions et des locaux à la Ligue des droits de l'homme qui avait saisi le tribunal administratif de Montpellier pour faire annuler son arrêté anti-mendicité qui était contraire aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales. Ça correspond en fait à vraiment pas grand-chose. L'accès au local, c'est pareil, on aura des plans B. C'est un petit peu le propre du Rassemblement national que de faire un peu des effets d'annonce, des choses qui choquent, mais fondamentalement, ça ne va pas changer nos habitudes de fonctionnement. Et ça a suscité pas mal justement de soutien avec des nombres d'adhérents croissants. La conséquence positive, c'est que nous avons doublé le nombre d'adhérents de la section. Ce qui se passe, c'est que depuis que cet arrêté a été pris par la mairie, ces personnes en précarité sont chassées du centre-ville. Ça porte atteinte à la dignité de ces personnes en précarité. Ce qui est aussi contestable, c'est que pour le SDF, la rue, c'est leur lieu de vie. Donc c'est là qu'ils rencontrent leur père et qui sont dans la vie, qui sont visibles. Donc c'est vraiment là-dessus qu'on ne peut pas accepter ça. Pour eux, ça diminue leurs ressources, quoi. Ils ont beaucoup moins de possibilités d'avoir des personnes qui leur donnent une petite pièce, quoi. Alors nous avons fait un recours qui s'appelle un référé suspension et nous espérons que rapidement cet arrêté soit mis hors d'état de nuire et que enfin les personnes puissent
continuer à vivre comme elle le faisait avant. Mais le 21 avril 2002, la France tremblait en découvrant Jean-Marie Le Pen au second tour. À l'époque, le pays s'était levé. 24 ans plus tard, c'est Carcassonne qui se lève, forte, encore plus. Aujourd'hui en France, l'extrême droite progresse. Carcassonne en a fait les frais pour ce mandat de maire et on espère qu'au niveau national, les citoyennes et les citoyens vont aussi se mobiliser contre l'extrême droite et que dans les années à venir, notamment l'année prochaine pour la présidentielle, mais aussi dans 6 ans pour les prochaines élections municipales, il y aura une réaction de la société civile, il y aura une réaction de l'ensemble des citoyennes et des citoyens pour dire non à ces valeurs d'extrême droite. À Perpignan, la grève se poursuit dans les cliniques du groupe L100. Malgré un rendez-vous avec la direction il y a quelques jours, le mouvement de grève a été reconduit. Elle a débuté le 24 avril. Ce jour-là, à Medipol-Saint-Roch, les 3/4 des 660 employés ont cessé le travail, rapporte la CGT, un taux de grévistes montant jusqu'à 90% selon les services. Ils ont été rejoints le soir même par la clinique Saint-Pierre et très vite, ils ont reçu le soutien des usagers. Des rassemblements festifs devant ces établissements ont lieu, comme on peut le voir sur les images de notre correspondante citoyenne. Un jour à venir. Il n'est pas venu hier, il n'est pas présent aujourd'hui. Ça sous-entend quoi? Quelle importance il donne à ce qui est en train de se passer dans sa clinique en fait? Bon, nos difficultés, c'est qu'en fait, en plus de nos soins, de la responsabilité envers les patients, on est multitâche. C'est-à-dire qu'il faut faire la sécurité, il faut faire le plombier, il faut faire l'électricien. Parce que finalement, on n'est que 4 soignants dans l'établissement la nuit. Donc tout ce qui arrive, alors il y a des personnels d'astreinte, mais les premiers sur le terrain, c'est quand même nous. Et en fait, on fait aussi la sécurité, parce que les portes du bâtiment sont ouvertes. Et en fait, quand on a des problèmes d'agression, par exemple, ce qui arrive avec des patients, surtout l'été, où on a une population un peu différente, c'est de l'agressivité, c'est de la drogue, c'est de l'alcool dans le bâtiment. Souci qu'on fait remonter à la direction et les réponses, ou au médecin, et les réponses, c'est et alors, tu as été agressé? Non? Et bien alors, il n'y a pas de problème. On est donc, comme on disait, on est 4 pour 120 et quand il y a un arrêt cardiaque, on est clairement en difficulté. Et au milieu de ça, on a aussi des soins palliatifs qui nous demandent énormément de temps. Puis du coup, dépensons notre énergie au bon escient de nos patients. Voilà. Au cœur des revendications, l'augmentation des salaires et l'amélioration des conditions de travail. La CGT et la CFDT dénoncent la hausse des dividendes des actionnaires, alors même que les salaires sont en retard sur l'inflation et l'évolution du SMIC. C'est une affaire à suivre. Revenons maintenant sur les manifestations du 1er mai. Entre les annonces de Gabriel Attal sur la fin de l'âge de départ à la retraite et la dérégulation des heures supplémentaires, la colère est palpable. On sent qu'à 1 an de la présidentielle de 2027, le climat social est plus que tendu. Est-ce qu'on est en train de vivre un retour au 19e siècle, comme le disent certains manifestants, ou est-ce que le modèle du travail doit radicalement changer? Reportage de Lisa Lapp et Andrei Manivit à Paris. Bonjour tout le monde, aujourd'hui on est le 1er mai, fête internationale des travailleurs et des travailleuses et vous le savez aux médias, on est le média des luttes, alors on vous emmène dans la manif parisienne. On est là, même si Macron ne veut pas, nous on est là, pour l'honneur des travailleurs et pour un monde meilleur, même si Macron ne veut pas, nous on est là. Dans une grande radio, Gabriel Attal a parlé de faire sauter le plafond des heures supplémentaires, a reparlé du 1er mai comme quoi il fallait laisser les gens travailler s'ils étaient volontaires, a parlé de faire supprimer l'âge du départ à la retraite. Qu'est-ce que ça vous fait là, un 1er mai, d'entendre ça? C'est la fuite en avant macroniste. Malheureusement, le dernier logiciel qui reste aux macronistes, c'est de s'attaquer toujours plus aux droits des travailleurs et des travailleuses. Pourquoi tant de haine? Ont-ils déjà travaillé un jour? C'est la question que j'ai envie de leur poser. Franchement, la longue nuit du macronisme doit cesser, c'est tout ce que j'ai à dire. C'est honteux. Si on écoute des gens comme Gabriel Attal, on n'aurait jamais interdit le travail des enfants, limité la durée de la journée, limité la durée de travail hebdomadaire ou mis en place le droit à retraite. Ce qu'il nous propose, en fait, c'est le grand retour en arrière, le retour au 19e siècle, le retour à une époque où les syndicats n'existaient pas et où il n'y avait pas de droit du travail. Qu'est-ce que vous répondez à Gabriel Attal de faut laisser les gens travailler s'ils sont volontaires de travailler parce qu'ils n'ont pas beaucoup d'argent, donc faut qu'ils gagnent plus d'argent, donc faut travailler plus?
S'ils ne gagnent pas assez d'argent, c'est aussi que l'État les empêche avec pas assez de comptes d'activité, pas assez de moyens, pas assez de social. Donc à un moment, plutôt dire aux gens de bosser plus, aidez-les à faire en sorte qu'ils n'aient pas besoin de plus d'argent pour aller en manif. Qu'est-ce que vous répondez à Gabriel Attal qui veut enlever l'âge de départ à la retraite ou... Non, il n'enlève rien du tout. Déjà, on ne touche pas beaucoup de retraite. On n'a presque rien. Il n'a pas enlevé le truc de retraite. Il doit nous laisser tranquille. Ils doivent nous augmenter déjà à la base. On n'a plus rien avec eux. Voilà. Je suis contre Daniel Attal. Voilà. De lutte pour les droits des travailleurs et des travailleuses. Une journée qui naît en 1886 aux États-Unis avec des manifestations énormes pour la réduction du temps de travail, réprimée dans le sang. Et puis qui connaît aussi son histoire en France avec 1906. Pourquoi c'est important de défendre le 1er mai là aujourd'hui? Parce que le 1er mai est une journée de lutte internationale des travailleurs. Donc le 1er mai, c'est là où les gens se reposent. Même si nous, là où je suis, on travaille le 1er mai, comme dans l'hôtel, café, restaurant et les bars. Mais ça doit être une exception, un jour de fête pour le travail. C'est d'autant plus important qu'ils ont voulu nous supprimer en tant que jour férié chômé. Et on a le sentiment qu'ils vont remettre ça très bientôt, de toute façon. Donc c'est important d'être là aujourd'hui. Pourquoi c'est important de défendre le 1er mai? Parce que déjà c'est pour les travailleurs, c'est pour tout, c'est pour tout le monde. On a le droit d'avoir le 1er mai pour tous. Comme là, on fait une manif pour tout ça. C'est bien, moi, je trouve. On est là, même si Macron ne veut pas, nous on est là. Pour l'honneur des travailleurs et pour un monde meilleur, même si Macron ne veut pas, nous on est là. Pourquoi aujourd'hui l'ennemi des travailleurs principal aujourd'hui? Le capitalisme. Point. C'est aussi simple que ça. C'est le capital le premier ennemi des travailleurs aujourd'hui et des travailleuses? J'en sais rien, mais c'en est un grand, en tout cas. L'ennemi des travailleurs, c'est le capital. Qu'on soit français ou pas, on est tous travailleurs. Donc on travaille pour subvenir à nos besoins. Maintenant, il faut les augmentations de salaire, l'amélioration des conditions de travail et une meilleure répartition de la richesse. Vous pouvez clarifier votre sortie sur l'immigration de travail? C'est important. Je l'ai fait ce matin très longuement sur BFM. Donc vous pouvez pas le faire sur le média parce que BFM, bon, c'est pas trop notre ligne. C'est dommage. Moi, je ne trie pas les travailleurs et les travailleuses en fonction de leur nationalité. Le combat contre le capitalisme, le combat pour les droits des travailleuses et des travailleurs, pour moi, il est international. Et il y a bien sûr un piège qui nous est tendu par nos adversaires d'une logique de préférence nationale. Et moi, je mets en garde, si on charrie cet imaginaire à gauche, je donne pas cher de notre peau pour combattre nos adversaires politiques, le Rassemblement national, Retailleau, Ciotti et compagnie. Je trouve que si on commence nous-mêmes à aller sur le terrain du Rassemblement national, franchement, on n'est pas rendu, quoi. J'étais en colère contre cette sortie de François Ruffin. Je l'ai dit ce matin à la radio. Je pense que on doit tenir les digues. Et qu'en fait, s'il y a des préjugés dans ce pays, c'est vrai, du coup, quand il y a des préjugés dans le pays, on les combat. Le média, c'est une des seules TV qui vous emmène comme ça en manifestation. Vous le savez, le média, c'est le média des luttes. Et on est en train de se battre pour aller sur la télé, la TNT. On a besoin de vous sur tnt-lemediatv.fr. Siamo tutti antifascisti! Siamo tutti antifascisti! Aujourd'hui, on est le dernier 1er mai avant l'élection présidentielle, donc c'est important aussi de rappeler ces valeurs-là, parce que dans un an, on ne sait pas dans quel pays on va être. Le fascisme, c'est vraiment un ennemi pour les travailleurs et les travailleuses? Ouais, ça l'est. Ça divise énormément les travailleurs. Et puis on le voit en fait dans toutes les sociétés où le fascisme est arrivé au pouvoir. Les premiers qui en prennent plein la gueule, c'est les classes populaires, encore une fois. Donc oui, il faut le rappeler, il faut dire qu'on est contre. On est contre cette politique et il faut se battre contre ça. Et le patron il nous a escroqué les 250 € pendant 4 ans et il y a les salaires non payés. Donc on a décidé de se mettre en grève. On est allé voir les CGD pour décider de se mettre en grève. Là, vous êtes en grève depuis 2 mois? Oui, 2 mois, parce qu'on n'était pas payés.
Et ils prenaient aussi les 250 € pour soi-disant que c'était les charges chaque fin du mois avant de nous donner les fiches de paye. Et les fiches de paye n'étaient pas vraies, le contrat n'était pas vrai, rien n'était vrai. Et nous, on cotisait, on ne savait pas. On a fait 4 ans de cotisation sans savoir que rien n'était vrai. Voilà. Ça le fait bouger un peu que vous soyez en grève ou pas? Oui, ça bouge. Les gens viennent nous voir. Il y a les journalistes qui passent souvent nous voir. La mère de 10e est venue nous voir. Il y a plein de personnes qui sont venues nous voir. Donc, ça bouge. Le 1er mai, les manifestations ne sont pas qu'à Paris. Voici les images de nos correspondants citoyens un peu partout en France. On parle beaucoup d'argent, c'est vrai, c'est toujours regrettable quand on parle de soins et de santé et d'un bien public. Mais là, c'est notre réalité au quotidien. Je le regrette. Nous, travailleurs, travailleuses, voulons vivre dans un monde de paix. De l'argent, il y en a dans les caisses du patronat. On passe maintenant à l'agenda. On vous en parlait la semaine dernière de la manifestation Pas de nazis dans Paris le 9 mai. Les collectifs Marche des Solidarités et Antifa Paris 20, ainsi que d'autres organisations politiques et syndicales, souhaitaient organiser une marche en opposition à celle du comité du 9 mai. Un groupe d'extrême droite depuis plusieurs années maintenant, des néo-nazis, défilent à Paris pour rendre hommage à Sébastien Desieux, militant nationaliste de 22 ans, tombé d'un immeuble en mai 1994 alors qu'il tentait d'échapper à la police lors d'une manifestation interdite à Paris. L'an dernier, ils étaient 1 millier à défiler dans le 6e arrondissement. Cette marche s'était conclue par des saluts nazis. Cette année, la préfecture a décidé de l'interdire. Sur le papier, l'interdiction ressemble à un signal clair, mais dans le même mouvement, les rassemblements antifascistes, donc prévus les 8 et 9 mai, ont eux aussi été interdits au nom du maintien de l'ordre. Autrement dit, dos à dos, ceux qui défilent avec une iconographie néo-nazie et ceux qui s'y opposent. Et puis il y a le précédent. En 2024 comme en 2025, la justice administrative avait suspendu les interdictions préfectorales permettant finalement la tenue du défilé. Alors une victoire, peut-être, mais fragile et surtout ambiguë. Car interdire à la fois l'extrême droite radicale et celles et ceux qui la contestent, c'est aussi prendre le risque de neutraliser toute réponse politique dans la rue. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Le JDL pour cette semaine, donc c'est terminé. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Et n'oubliez pas, nous sommes actuellement en pleine campagne pour aller sur la TNT Île-de-France. Donc on a besoin de votre soutien plus que jamais. Alors allez sur tnt.lemediatv.fr. Je vous souhaite une très belle journée, un très beau week-end sur le média et je vous laisse avec la suite de nos programmes.